En 2025, un phénomène étrange a fait apparaître des tombes sur Terre contenant des objets sophistiqués appelés reliques. Ces reliques ont le pouvoir de bouleverser le monde. Alors que la plupart des reliques rendent la vie insupportable, notre héros, Seo Juoyen, devenu roi des reliques, traque les tombes pour les obtenir. Il est poursuivi par des gardes, mais il s'échappe toujours grâce à ses manœuvres. Pendant ce temps, une agence appelée le Gardien travaille pour Eon. Parmi les gardiens, on trouve Liciola, Julian Miller, Yu Jahan et Ilya Volgov. Certains pensent qu'Eon ne devrait pas entrer dans les tombes, car il les rend inaccessibles aux autres. Mais ses proches, comme Ja, convainquent le conseil qu'il veut juste évaluer le niveau de menace des tombes. Ils sont en plein sommet quand Eon appelle, demandant pourquoi ils ne répondent pas. Il lui explique qu'ils sont en réunion, à laquelle il est censé assister, mais il est occupé ailleurs. Eon change d'avis sur ce qu'il voulait dire, mais juste avant de raccrocher, Jay lui crie de ne pas oser le faire. Il exige de savoir ce qu'il voulait dire et pourquoi il a appelé. Eon répond tranquillement que ce n'est rien de sérieux. Il pensait juste à changer son titre de roi des pilleurs de tombes à empereur des pilleurs. Alors que tout le monde essaie encore de le couvrir en réunion, il leur dit qu'il a une tombe à piller et leur souhaite bonne chance pour leur sommet. Frustré par ces manigances, le groupe décide de passer au point suivant. Pendant ce temps, Yon a découvert une tombe où il a trouvé la dent venimeuse d'Isis, une relique consommable de grade SS. Eon est content d'avoir trouvé un bon objet, mais soudain, sa relique, la couronne de majesté, apparaît pour le gronder. Pour sa défense, il dit que la tombe est assez grande, c'est pourquoi il s'attendait à une relique de grade Dieu suprême. Il espérait en fait une relique du dieu soleil Ra, ou quelque chose comme ça. La couronne le réprimande, lui disant qu'il est devenu trop avide, mais il argue qu'il veut juste transmettre quelque chose de bien à son enfant. Apparemment, la femme de Yon, Irene Holton, est enceinte de 5 semaines. Quand la nouvelle est tombée, Yon a serré sa femme dans ses bras, la remerciant de porter leur bébé, tout en lui disant combien il était heureux. Yon est si excité qu'il dit à sa femme qu'il pourrait demander aux reliques de lui révéler le sexe de l'enfant. Mais sa femme lui rappelle qu'ils doivent juste attendre quelques semaines de plus. Yon est tellement absorbé par l'image de l'échographie qu'il ne regarde que ça, même au travail. Son subordonné, Julian Miller, est fatigué de ses pitreries et le gronde, lui disant que le moins qu'il puisse faire au bureau est de travailler au lieu de traîner. Yon essaye de manipuler Julian, l'accusant de gâcher son moment familial. Julian le réprimande, lui disant qu'ils sont dans ce pétrin, parce qu'il passe son temps à piller des tombes. Julian lui balance alors des livres, lui disant de tout traiter, et il ne peut pas partir tant qu'il n'a pas fini. Yon accepte, et alors que Julian quitte la pièce, Yon réalise qu'il y a un livre étrange parmi ceux qu'il doit examiner. Soudain, le livre s'active, prenant vie avec une queue, et Yon se retrouve dans un espace étrange. Le livre salue Yon, qu'il appelle la Majesté 187 487. Il lui dit qu'il a maintenant les qualifications pour participer à la guerre des Majestés, mais tout cela semble incompréhensible à Yon. Il demande au livre ce qu'il veut, mais le livre répond impoliment qu'il ne répond pas aux questions. Il lui dit qu'avant de participer, il a 3 options: obéissance, massacre ou négligence. Pour l'obéissance, il peut enregistrer l'humanité comme ressource pour les reliques, et l'humanité devient nourriture pour les reliques, mais le monde prospère. De plus, la Majesté reçoit la protection des reliques. Le livre lui demande s'il est prêt à sacrifier des humains pour renforcer son monde. La deuxième option est le massacre, ce qui lui donne le pouvoir de supprimer directement ceux qu'il n'aime pas pour construire une utopie. La troisième option est la négligence, qui maintient le statu quo, mais ne reçoit aucune protection des reliques, ce qui signifie que l'humanité doit surmonter les catastrophes seule. Après avoir présenté toutes les options, Yon répond qu'il n'est pas intéressé, et le livre lui dit que cela va être désastreux pour lui. Yon crie au livre qu'il a déjà prouvé qu'il est la Majesté, et qu'il n'est pas intéressé par les manigances du livre. Réalisant qu'Yon ne veut pas choisir, le livre recule avec un rire maléfique, mais lui dit qu'il va regretter sa décision. Après cette étrange rencontre avec le livre, Yon sort du bureau et croise Julian qui lui demande où il va alors qu'il n'a pas fini sa tâche. Yon lui répond froidement qu'il rentre chez lui et lui dit de ne pas le chercher. Plus tard, chez lui au palais Valhalla, Eon dort paisiblement lorsqu'il fait soudain un rêve de son enfant à naître, qui prend la forme d'une fille. Eon est complètement émerveillé de voir cela
et est heureux d'avoir insisté auprès de la relique de l'accouchement pour connaître le sexe de son enfant. Soudain, tout part en vrille, et sa fille l'appelle, lui disant de se souvenir d'elle car elle doit naître pour le protéger. Yon perd presque la raison jusqu'à ce qu'il se réveille, haletant, alors que sa fille disparaît devant ses yeux. Il regarde autour de lui et voit que sa femme dort paisiblement à ses côtés. Le lendemain matin, il emmène sa femme à l'hôpital pour un autre contrôle échographique, ce qui surprend le médecin car ce n'est pas encore son jour prévu. Néanmoins, le médecin s'occupe de lui et soudain, elle pousse une exclamation avant de révéler que l'impossible s'est produit car le bébé a soudainement disparu. Irène s'écrie de choc en entendant cela et même son mari n'en croit pas ses yeux. Le médecin est complètement folle car elle sait que c'est médicalement impossible. En fait, elle mentionne que c'est totalement inédit. Soudain, le livre étrange apparaît à Yon, lui rappelant qu'il l'avait déjà averti qu'il allait regretter sa décision de ne pas avoir choisi d'option, et cela laisse Yon désemparé. De retour chez lui, Yon invoque le fil d'Eilitia, la relique de l'accouchement. La relique apparaît avec frustration, rappelant à Kyon que ce n'est pas une relique qui détermine le sexe du bébé dans le ventre. En gros, le fil est une relique consommable de grade A, laissée par la déesse de l'accouchement et de la vie. Elle aide à se connecter au fœtus pour détecter son état, et Yon fait savoir au fil que ce n'est pas pour cela qu'il l'a invoqué. Il lui dit qu'il veut juste qu'elle vérifie l'état de son enfant, et le fil accepte de l'aider. Le fil fait son travail et assure Yon qu'il n'a rien à craindre, car l'enfant est vivant, mais elle a été déplacée ailleurs. Elle est donc dans un état où elle ne peut pas naître. Il panique en entendant cela et demande au fil où son enfant a été déplacé, mais le fil lui fait savoir qu'il ne peut même pas lui dire où il est. Plus tard, Yon appelle Je pour lui faire une demande étrange, lui disant de le restaurer. Je se demande de quoi il parle, ce qui lui vaut un coup sur la tête, avant qu'Ilia ne lui dise que la fille de Je a été kidnappée. Je est en panique en entendant cela et lui lance un coussin et une mini-note. Jaya lui demande ce que c'est, et Yon mentionne qu'il regarde le coussin de Morphée et une mini-note Hierocritica. Yon dit qu'il a fouillé la section des reliques grecques pour voir s'il y avait quelque chose d'utile pour l'interprétation des rêves, mais les objets n'avaient pas de durabilité. En gros, Morphée est le dieu des rêves qui apparaît dans les métamorphoses d'Ovide. Morphée insuffle des rêves dans l'esprit des gens endormis et parfois leur transmet des nouvelles. Grâce à cela, son coussin a la fonction de rejouer un rêve déjà vécu. Le rêve est ensuite extrait avant d'être interprété avec la note relique. On dit que la note a été écrite par un érudit nommé Artemodorus, et c'est considéré comme le plus ancien livre existant sur l'interprétation des rêves. Yon a aussi Julian dans la pièce pour aider à l'interprétation, car c'est lui qui utilisera la note pendant qu'il utilise le coussin. Après que la note et le coussin ont été entièrement restaurés, ils sont remis à Julian. Yon s'allonge sur le coussin, qui l'emmène immédiatement au pays des rêves, où il revit le même rêve. Juste au moment où Julian s'apprête à faire son travail, la note devient folle, projetant une force invisible qui brise ses lunettes, tandis que le coussin s'enflamme aussi. Irène se précipite pour vérifier son mari, lui demandant s'il va bien, et il lui assure que tout va bien. Bien qu'il ait dit qu'il va bien, Irène ne prend pas de risque et lui bande la tête. Avec un œil rouge, Julian dit à Yon qu'il a réussi à obtenir des informations, et il semble que ce soit les reliques qui ont dit à sa fille qu'elle ne devrait pas naître. Jeha est confus en entendant cela et demande à Julian pourquoi les reliques voudraient cela. Julian révèle alors, selon ce qu'il a vu, qu'elles ne veulent pas que l'enfant naisse parce qu'elle est trop forte. Il révèle que ce sont les traces de cela qui se sont manifestées sous la forme d'un rêve. Il mentionne que les reliques se sont brisées parce qu'elles n'ont pas pu supporter la force du rêve. Julian examine ses lunettes cassées tout en révélant que cela signifie seulement que l'adversaire qu'ils affrontent est d'au moins grade SS. Yon est surpris d'apprendre qu'il fait face à une relique de grade Dieu, et soudain, Yon se retrouve à nouveau face au livre étrange. Le livre se moque de lui, lui disant qu'il aurait pu lui dire ce qu'il voulait entendre au lieu de chercher partout. Le livre fait savoir à Yon que des choses mauvaises se sont produites parce qu'il n'a pas rapidement pris de décision. Il demande alors à Yon s'il est enfin prêt à prendre une décision, mais à cause de son refus précédent, le livre a ajouté une option de plus, qui est la négociation. Cela donne à Yon la chance de devenir un exécuteur et de gérer les reliques de tous les mondains, et il peut négocier avec les reliques pour obtenir une protection du système. En gros, lui et sa famille peuvent profiter de la prospérité en toute sécurité. Le livre se moque de lui, lui disant qu'il lui a donné une option pour coexister avec les reliques et promouvoir la prospérité de son monde. En voyant les options, Yon réalise que le livre essaie de l'attirer vers la négociation. Mais sachant qu'il prévoit quelque chose, il informe le livre qu'il a pris sa décision.
Le livre est impressionné qu'Ion ait enfin fait son choix, et Ion choque le livre en disant que son option est le massacre. Le livre essaie de le convaincre de choisir la négociation à la place. Ion refuse, disant qu'il a un tempérament fort, donc la meilleure option pour lui est le massacre. Le livre lui accorde alors à contre-cœur le bonus de massacre, lui disant qu'il a maintenant le pouvoir d'éliminer qui il veut. Le livre ne perd pas de temps à présenter une liste de recommandations, demandant à Ion qui il souhaite éliminer en premier. Ion répond avec confiance qu'il veut que toutes les entités reliques disparaissent, mais le livre proteste, disant que ce n'est pas permis. Le livre mentionne que les reliques ne sont pas des cibles à supprimer, donc il doit choisir parmi les humains. Ion répond qu'il ne changera pas d'avis, ce qui énerve le livre, lui disant qu'il a la majesté sur toutes les reliques, mais qu'il essaye de toutes les éliminer. Ion exprime sa colère que les reliques aient pris sa fille, qui n'est même pas encore née. L'aura d'Ion déborde de colère alors qu'il exige qu'on lui rende sa fille ou qu'ils subissent tous l'anéantissement. Le livre réalise qu'Ion ne peut pas être négocié, et il ne perd pas de temps à rompre leur accord en lui disant qu'il a changé son option en négligence. Le livre disparaît, disant à Ion qu'il va être témoin de nombreuses catastrophes, et il est impatient de voir s'il peut les surmonter sans aide. Alors que le livre disparaît, Ion crie un juron, laissant ses subordonnés se demander pourquoi il jure soudainement. Ion répond nerveusement que ce n'est rien dont il devrait s'inquiéter, et sa femme lui demande ce qui se passe. Ion répond avec frustration qu'il ne sait pas non plus ce qui se passe. Soudain, l'une des gardiennes, Chloé Leron, se précipite dans la pièce avec la peur sur le visage. Ion lui demande quel est le problème, et elle répond qu'il s'est passé quelque chose de vraiment mauvais. Elle révèle que quelque chose de très étrange arrive aux citoyens en ce moment. Il s'avère qu'il y a eu l'apparition soudaine de reliques qui n'appartenaient même à personne. Certains sont venus signaler qu'ils ont soudainement trouvé une relique dans leur poche. Il y a plein de gens à l'agence qui veulent juste se débarrasser des reliques étranges qui sont apparues sur eux sans prévenir, de peur que quelque chose de mauvais leur arrive. À la fin de la première journée au quartier général des gardiens, ils avaient collecté de nombreuses reliques apparues sans aucun tombeau. Ion apprend que la majorité a signalé le problème aux gardiens, tandis que certains ont utilisé les reliques dès leur apparition, sans savoir ce que cela pourrait leur faire. Ion apprend que des accidents causés par cela ont déjà commencé à se produire. Ilia exprime son choc que même avec la relique de l'œil dans le ciel, ils ne peuvent pas identifier les reliques qui ont été apportées. Ilia dit que l'œil dans le ciel a en gros connaissance de toutes les reliques du monde. Donc, c'est assez étrange qu'une relique inconnue existe. Ils essaient un autre artefact, mais le résultat est négatif. Soudain, Chloé arrive en courant pour dire à Ion qu'une autre anomalie étrange s'est produite. Cette fois-ci, des événements censés se passer dans le futur sont avancés. Apparemment, un artefact prévu pour excavation le mois prochain est apparu tout seul dans un musée, et des nouvelles de personnes mourant dans le futur circulent partout. Des rapports sur les décès de présidents de divers pays ont émergé, mais ils vérifient encore leur validité. Eon faillit s'évanouir en apprenant que le rapport disait qu'il mourrait le 18 septembre. Juste à ce moment-là, une autre anomalie se produit lorsque l'alimentation est interrompue, forçant le réseau d'urgence à s'activer. Avant qu'il ne s'en rende compte, la ville subit une panne totale, et c'est à ce moment qu'il réalise la gravité de la situation. Se demandant ce qui se passe, Eon se dirige vers la centrale électrique Core 5, alimentée par Zeus. Il s'avère que l'artefact Zeus a échappé à tout contrôle et perturbe tout dans la centrale, faisant fuir les travailleurs. Il continue de leur crier de révéler où est la majesté, mais Eon apparaît sur place, demandant à Zeus s'il le cherchait. Eon ordonne alors à tout le monde dans la zone d'évacuer avant de taquiner Zeus, lui disant qu'il a l'air en forme puisqu'il a la force de semer le trouble. Eon sort ensuite le concombre de Zeus qu'il lui a volé pour le taquiner. Eon lui rappelle qu'il a déjà promis de le rendre s'il se comportait bien, mais voir son bâton dans les mains de Ion rend Zeus encore plus furieux. Zeus se précipite vers Ion en exigeant qu'il lui rende son bâton, mais Ion évite son attaque. Ion essaye d'utiliser son pouvoir de domination, mais réalise alors que ça ne fonctionne pas, ce qui est extrêmement étrange. L'absence de son pouvoir le rend vulnérable, laissant à Zeus l'occasion de le frapper très fort. Péon est projeté en arrière, mais parvient à se remettre sur ses pieds en se demandant ce qui se passe. Il sait que son pouvoir qui le lâche n'est pas ordinaire, et le fait que Zeus ait même réussi à s'échapper est inquiétant. Tout en essayant de comprendre ce qui se passe, Zeus se moque de lui en disant qu'il est faible, tout en lui annonçant qu'il va le frapper. Juste à ce moment-là, Ion dit à Zeus que son pouvoir de domination est peut-être désactivé, mais qu'il a plusieurs autres façons de le briser. Ion sort un autre artefact et le lance vers Zeus, lui disant qu'il a fait des recherches sur les artefacts. L'artefact s'active et s'enroule autour de Zeus,
le maintenant en place. Zeus crie, demandant à Ion ce qu'il est en train de faire car son pouvoir est actuellement scellé. Zeus est maintenu en place et Ion révèle que l'artefact qu'il vient d'utiliser est le trône d'Héra, un artefact de grade SS. Il lui dit que c'est un artefact qui appartient à sa femme Héra. C'est essentiellement un outil disciplinaire qui force à tenir même les plus petites promesses, surtout en cas de trahison, concernant le mariage ou la famille. Apparemment, l'efficacité de la liaison passe à 1000% si cela se produit, et comme Zeus a beaucoup triché, il n'a aucun moyen de s'échapper. Zeus crie, suppliant Éon de défaire l'artefact, mais Éon lui fait savoir qu'il n'a même pas encore fini avec lui, car il a amené l'artefact de son autre femme. Il a apporté la couronne de Métis, qui est un artefact de grade SS. Métis était la déesse de la sagesse et de la ruse, qui était aussi la première femme de Zeus. Dans le mythe, une prophétie disait que son fils serait plus fort que Zeus, ce qui a poussé Zeus à l'avaler entière. Cependant, Métis était déjà enceinte et elle a fini par donner naissance à l'enfant dans le corps de Zeus. Heureusement pour Zeus, cet enfant était une fille. Plus tard, Zeus ressent une violente douleur à la tête et demande à Héphaïstos de lui fendre le crâne. À ce moment-là, une déesse adulte émerge de sa tête, lourdement armée, et c'était la déesse de la sagesse et de la guerre, Athéna. Éon transforme alors le relique en un gant de fer pour frapper Zeus. Il plonge vers Zeus et le frappe violemment à la tête avec le gant, le mettant finalement KO. Ion le gronde, lui disant qu'il aurait dû se concentrer sur sa tâche de produire de l'électricité au lieu de mal se comporter. Après l'avoir mis hors d'état, Ion dit à Jeho de restaurer Zeus, mais Jeho lui demande s'il devait vraiment frapper Zeus comme ça. Ion répond tranquillement qu'il l'a frappé juste parce qu'il en avait envie. Ion lui dit ensuite d'arrêter de poser des questions stupides et de restaurer ce qu'il lui a demandé. Ja soupire de frustration, parlant de la dureté de sa vie, tout en demandant à Héon pourquoi il aime frapper Zeus dès qu'il en a l'occasion. Pendant ce temps, un type étrange avec des lunettes observe tous les mouvements de Héon, visiblement impressionné par sa cruauté envers les reliques. Après que la rébellion de Zeus ait été réprimée, Ion avait encore beaucoup de questions, comme pourquoi le dispositif de confinement de la centrale a échoué et pourquoi le sceau retenant Zeus a été libéré. Ion se demande si tout cela est l'œuvre du relique du livre étrange ou si c'est autre chose. Il essayait encore d'obtenir des réponses quand une autre anomalie s'est produite. La télévision s'est soudainement allumée pour diffuser un spectacle en direct d'exécution. Présent sur le site de l'exécution, il y a le dieu de la destruction et du mal, Seth, dieu de la fertilité et des enfers, Osiris et le dieu des morts et des funérailles, Anubis. Ion est surpris de voir les dieux égyptiens à la télévision, se demandant ce qu'ils pensent faire. Juste à ce moment-là, Djéa se précipite dans la pièce, disant à Ion qu'ils ont un gros problème car tous les téléphones et ordinateurs diffusent actuellement le spectacle. Il mentionne qu'ils ont essayé de l'éteindre, mais ça ne fonctionne pas. Comme l'a dit Jeho, chaque écran dans le monde montrait la même chose, comme si quelqu'un avait piraté chaque machine pour afficher la même vidéo. Comme si les gens n'étaient pas assez effrayés, les choses ont pris une tournure plus sombre. L'animateur du spectacle, une entité masquée, dit aux téléspectateurs qu'il est temps de juger ceux qui ont péché. Soudain, un homme apparaît sous la guillotine, les mains liées derrière le dos. On dit que l'accusé a enlevé et tué des enfants et qu'il est en fuite depuis 7 ans. L'animateur demande au jury s'il est d'accord avec la peine de mort et le jury, composé d'autres individus masqués, crie tous en accord, ordonnant à l'exécuteur de tuer l'homme. Tout le monde pensait que c'était une blague jusqu'à ce que la lame tombe, ôtant la tête de l'homme. Jeho panique en attrapant Ion car il ne s'attendait pas à ce qu'il tue réellement le gars. L'exécuteur amène alors un autre criminel qui aurait faim la famine juste pour recevoir des fournitures de secours 3 fois de plus. L'exécuteur parle de péché et il demande au jury s'ils sont d'accord avec la peine de mort. Djéa est surpris d'entendre cela, ne pouvant croire qu'ils vont tuer quelqu'un pour un mensonge. Il pense encore qu'ils ne le feront pas quand l'exécuteur prononce la sentence et que la tête du gars tombe. Jehan crie à Ian, lui demandant si ce qu'il voit est juste, car cela va traumatiser le public. À l'écran, un numéro s'affiche pour des raisons de parrainage. Ian dit alors à Jehan qu'il est sûr que ce numéro n'est pas ordinaire et qu'ils ne le sauront qu'en appelant. Éon compose le numéro et juste à ce moment, un phénomène étrange se produit, faisant céder le sol sous eux. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, ils tombent du ciel et atterrissent dans la salle d'exécution. Ja panique, mais Ion est soulagé que sa prédiction soit juste. Ion sort alors une lance, prêt à mettre fin à tout cela rapidement. Il vise la guillotine et lance la lance, la détruisant d'un seul coup.
Le jury devient fou et hue Heon pour avoir ruiné l'exécution, mais l'animateur leur dit de ne pas s'inquiéter, car Heon est le prochain exécuteur. L'animateur mentionne qu'Ion est coupable de se moquer des juges, de traiter les reliques à sa guise, et même de se placer au-dessus des dieux. La lame de la guillotine apparaît soudain au-dessus d'Ion, mais il parvient à l'arrêter. Il brise la lame, disant au groupe qu'ils doivent aussi être jugés. Les dieux sont choqués d'entendre cela, mais Ion passe immédiatement à l'action. Il se jette vers eux et s'en prend d'abord à Osiris, l'accusant d'avoir quitté son foyer. Ion le frappe à la tête, l'envoyant au loin, avant de s'attaquer à Seth, qu'il accuse de se rebeller contre son maître. Il le déclare aussi coupable avant de le frapper. Il s'attaque enfin à Anubis, l'accusant d'être complice du complot. Cependant, après avoir mis les trois à terre, ils reviennent miraculeusement et l'animateur se moque d'Ian, lui disant qu'il ne peut pas arrêter l'exécution. Ian comprend alors que quelque chose cloche et conclut qu'il doit se battre pour tout écraser. Il sort alors une lame, la dent empoisonnée d'Isis, qu'il a obtenue lors de son dernier pillage de tombe. C'est une arme qui peut neutraliser un ennemi de manière unique, et parmi les nombreux titres d'Isis, elle est la déesse de la magie et des complots. Apparemment, Isis a déjà envoyé un serpent venimeux mordre le dieu soleil Ra, et après que Ra a commencé à souffrir, elle a proposé de le guérir s'il lui révélait son vrai nom. En gros, ce pouvoir était son pouvoir et son existence même. Finalement, Ra a dit son nom à Isis, et ce nom a été transmis au fils d'Isis, Horus. Seth se jette sur Ion, le provoquant, lui demandant ce qu'il compte faire avec la petite lame qu'il agite. Ion le rencontre alors à mi-chemin en révélant son vrai nom, Siket, le confus, avant de frapper avec la lame. Cela déclenche une attaque dévastatrice qui met Seth à terre, laissant Osiris choqué. Osiris essaye toujours de comprendre ce qui se passe quand Ion apparaît derrière lui en mentionnant son vrai nom, Aésar, roi des morts. Il porte une attaque en forme de X qui anéantit aussi Osiris. Ion termine le trio en appelant Anubis par son vrai nom, Inpu, maître de la tombe. Jehan est complètement abasourdi par la facilité avec laquelle Ion les a gérés. Jehan se plaint de tout ce que cela va lui coûter pour les restaurer quand il fait l'impensable en coupant la tête de Jehan. Il s'avère que Heon a compris que le Géa avec lui était un faux. Au moment où cela se produit, tous les êtres présents dans la pièce fondent, confirmant le soupçon de Heon qu'ils sont tous faux. Juste à ce moment-là, le véritable coupable ouvre le corps de Géa et en émerge. Étonnamment, il a la même apparence que Géa, mais Ion essaye de bloquer toute pensée qu'il pourrait être Géa. Ion lui demande ce qu'il pense faire en mettant en place des faux. Le Jaeha dit alors à Han qu'il a tout juste, mais qu'il n'est pas le Jaeha qu'il connaît. Le type lève la main pour montrer la bague de majesté à son doigt, et Han s'affole, demandant au type quand il a volé sa bague. Cependant, Han réalise bientôt que sa bague est toujours à son doigt, et c'est à ce moment-là que le faux Jaya, Yu, dit à Heon qu'il n'est pas le seul à avoir de la majesté. Heon est complètement stupéfait, lui faisant demander à Yu qui il est exactement. Quand il retourne au quartier général, Jaya et Julian sont stupéfaits de voir quelqu'un qui leur ressemble. Yu corrige alors leur idée fausse, leur disant qu'il est la majesté d'une autre ligne temporelle. Il se vante d'avoir été au sommet du monde dans sa propre ligne temporelle, ce qui pousse Jaya à lui demander ce qu'il veut, car dans ce monde, Heon est leur roi. Yu exprime alors sa déception que Heon soit un roi inutile qui ne sait même pas que son monde s'effondre. Yu leur lance les artefacts égyptiens, leur disant qu'il les a volés et sécurisés avant que leur sceau ne soit brisé. Alors il devrait lui être reconnaissant. Ion exprime sa colère en demandant à Yu pourquoi il devrait être reconnaissant alors que c'est lui qui a eu l'audace de toucher ses propres artefacts. Il demande à Yu s'il a aussi libéré Zeus, et Yu répond que Zeus a été libéré par les artefacts qui ont causé tout le problème. Il affirme même qu'il était celui qui empêchait cela d'être complètement déchaîné. Yu leur fait savoir que si un artefact de grade divin échappe à tout contrôle, leur monde est fini. Il mentionne que cela aurait simplement fini comme son propre monde. Yu révèle que plus ils regardent, plus ils voient que leur monde est une ligne temporelle bien développée avec beaucoup d'artefacts et d'humains. Yu leur fait savoir que ce serait un énorme problème si la ligne temporelle était détruite. Eon lui demande enfin ce qu'il veut dire par la fin du monde, car il en parle sans cesse. Yu répond alors avec sérieux, disant qu'il veut dire ce qu'il dit au sens littéral, car des artefacts de grade divin parcourent le multivers détruisant des mondes. Juste à ce moment-là, le berceau de la majesté, June, qui est un artefact de rang SSS, apparaît dans la pièce, disant qu'il a une idée de qui pourrait être le coupable.
Yu voit Jun et est stupéfait car c'est un trésor qui serait le seul père dans toutes les dimensions. Il a fait de son mieux pour le trouver, mais peu importe combien il cherchait, il n'y arrivait pas. Yu s'adresse alors à Jun, surpris de le voir si calme alors que d'autres mondes sont détruits. Jun répond qu'il s'occupait de protéger le roi qui a réussi son épreuve. Jun se tourne alors vers Eon, disant qu'il doit avoir entendu parler du créateur de reliques, le premier forgeron qui a transformé les histoires humaines en reliques. Lorsque les êtres issus de la mémoire humaine ont commencé à mépriser les humains, le forgeron a combattu contre eux et les a forgés en outils utilisables par les humains. C'est ainsi que l'ordre a été établi et que les reliques ont vu le jour. Cependant, certaines histoires ont refusé de faire partie de cet ordre car elles ne voulaient pas exister sous forme de reliques, c'est pourquoi elles ont abandonné leur forme de reliques pour redevenir des histoires cherchant à régner sur l'humanité. Yu mentionne qu'il n'est pas difficile de les identifier comme certains dieux, car ceux qui ont commencé la rébellion sont tous de grade divin. Les 4 sont Ra, Enki, Vishnu et Nuwa. Ce sont en gros les 4 grandes civilisations, et Eon réalise enfin pourquoi les reliques de ces civilisations ne sont pas encore nées. Yu demande s'il a remarqué quelque chose d'étrange, et Eon répond que oui, car chaque fois qu'un nouveau tombeau apparaissait, il le vérifiait en premier, car il y a plein de reliques divines qui ne sont même pas encore apparues. Mais chaque fois qu'il ouvrait un tombeau, c'était toujours une chasse aux canards sauvages. Ja est surpris que Hyon ait en fait un motif pour piller des tombes, et pas seulement parce que c'était son hobby. Hyon réalise que les reliques n'étaient pas nées parce qu'elles causaient simplement des problèmes ailleurs. Yu mentionne alors qu'il ne cible pas un seul monde, car il se déplace à travers les dimensions pour atteindre chaque monde. En gros, leur but est la destruction de chaque ligne temporelle ou la domination totale. Eon demande alors à Yu s'ils ont détruit son monde, et il répond que oui. Soudain, le sol commence à trembler et les nuages s'assombrissent, attirant finalement leur attention. Ils lèvent les yeux vers le ciel et voient une énorme fissure qui le traverse, une voix appelant Yu, affirmant qu'il s'est échappé d'eux. Un énorme œil émerge de la brèche dans l'espace, disant à Yu qu'il est inutile de fuir car ce monde qu'il a rejoint sera également détruit. Yu panique en voyant cela et court dans les escaliers en disant au groupe que les reliques divines l'ont suivi. Yon demande immédiatement au registre akashique d'identifier les emplacements, traits et faiblesses des reliques. Juste à ce moment-là, les registres akashiques, qui sont une relique de rang SSS, choquent Yon en lui disant qu'ils ne peuvent pas traiter ses demandes. Yon est choqué d'entendre cela, et le registre lui fait savoir que les 4 reliques n'existent nulle part dans ce monde. Yu informe Yon qu'il est assez inutile d'utiliser le registre akashique puisque les 4 reliques n'appartiennent pas à ce monde. Yon lui demande comment ils sont censés se battre, et Yu lui dit qu'ils doivent au moins savoir où elles se trouvent pour pouvoir lancer une contre-attaque. Juste à ce moment-là, le grand œil dans le ciel libère le livre de règles qui est le némésis de Yon. Le livre ricane en se moquant de Yon, lui disant qu'il se retrouve enfin. Yu donne alors un avertissement à Yon, lui disant de faire attention, car les 4 reliques ont utilisé le livre pour détruire des lignes temporelles avec une certaine stratégie cachée. Yon est choqué d'entendre ça, mais il est encore plus surpris quand Jun lui dit quelque chose de plus étrange. Eon essaye de comprendre ce qui se passe quand le livre de règles lui dit qu'il sera déjà trop tard avant qu'il ne le sache. À ce moment-là, le livre active une malédiction connue sous le nom de Tour de Babel, qui coupe la compréhension et la communication entre les humains. Cela signifie que tous les moyens de langage, y compris les dialogues, les ordres et la télépathie, vont s'effondrer. Kion reste là, choqué, lorsque cette malédiction est activée, car la communication bloquée dans le monde entier annonce un désastre. Il y aura des régions en guerre, des hôpitaux en pleine chirurgie, et même des tours de contrôle. Si les nombreux avions dans le ciel ne savent plus quelle direction ou altitude prendre, une énorme catastrophe frappera le monde. Yon se tourne alors vers Ilia, lui demandant d'arrêter le temps, mais à son grand désespoir, Ilia ne peut pas le comprendre à cause du blocage de la langue. Cependant, il a la chance que les reliques puissent encore être utilisées, grâce aux informations fournies par Crow. Comme il n'a pas l'intention d'abandonner, il invoque la plume d'enfance de Shakespeare, car même si les mots ne fonctionnent pas, il doit juste faire bouger Ilia. Apparemment, Ilia utilise une relique qui arrête le temps parmi les reliques démoniaques de Salomon. Kion ordonne alors à Ilia d'arrêter le temps pour le monde entier, sauf pour ses coéquipiers. Au moment où l'ordre est donné, la relique d'Ilia s'active, générant une force massive qui fige tout sur place. Les oiseaux en vol restent là où ils sont, tandis que les avions s'arrêtent net, et Eon pousse un soupir de soulagement que ça a fonctionné. Bien que ses coéquipiers puissent maintenant bouger, ils ne peuvent toujours pas se comprendre. Soudain, Ion entend le livre de règles le complimenter pour avoir arrêté le temps, et c'est alors qu'il réalise que l'arrêt du temps n'a même pas affecté le livre de règles.
Le livre de règles se moque de Yon, lui disant qu'il n'y a aucune chance qu'il soit affecté par une simple relique. Cependant, il dit à Yon qu'il lui donnera des points bonus pour avoir réussi à stopper la première malédiction, mais il lui assure qu'il ne pourra pas arrêter ce qui arrive ensuite. Il s'avère que la prochaine malédiction est celle de Vishvakarma, qui est le blocage des outils. Au lieu de la tour rouge comme Babel, une tour bleue émerge cette fois-ci, et soudain, Yon réalise que son téléphone est éteint. Même la climatisation dans le bâtiment s'éteint, et à ce moment-là, Yon est surpris de voir Crow réagir mal à cela. Le livre de règles dit alors à Eon que la raison pour laquelle les humains et les bêtes ont évolué différemment est due à deux choses, le langage et les outils. C'est pourquoi il va les enlever tous les deux. La malédiction de Vishvakarma neutralise essentiellement tous les outils, technologies, machines, armes et reliques. Pour aggraver les choses, les reliques liées aux humains sont pénalisées et rendues inutilisables. Vishvakarma est le dieu de l'artisanat dans la mythologie indienne, et on dit qu'il a même créé des outils pour les dieux. Comme c'est une malédiction qui porte son nom, tous les outils sont détruits, ce qui signifie que la malédiction est encore pire que la précédente. Yon réalise qu'au moment où le temps recommence à s'écouler, ce sera la fin pour les humains. Cependant, une chose qu'il ne sait pas, c'est si cela va aussi affecter les reliques. Yon demande alors au livre de règles pourquoi les reliques sont également scellées, et il répond que la réponse évidente est qu'elles sont des outils. Cependant, Yon n'est pas prêt à accepter cette réponse et saisit la plume pour écrire un ordre demandant à toutes les reliques de se souvenir de leur origine. En utilisant les mots de Shakespeare, il ordonne que les reliques aient le pouvoir d'échapper à la malédiction car elles sont faites de langage, de mémoire et d'histoire. Eon fait savoir au livre qu'il ne va pas tomber dans son mensonge selon lequel les reliques peuvent aussi être liées par la malédiction puisque c'est une malédiction qui neutralise les outils fabriqués par l'homme. Le livre n'a d'autre choix que de faire une exception pour les reliques non humaines. Juste à ce moment-là, Géa fournit à son équipe des boucles d'oreilles de Salomon qui peuvent entendre les voix de toutes choses. Au moment où ils les mettent, ils peuvent tous s'entendre, et la première chose que Aion ordonne à Ilia de faire est de brûler le livre de règles. Ilia acquiesce et appelle le roi des flammes de l'enfer pour réduire le livre en cendres. Cela génère une puissance de feu massive qui submerge le livre, mais quand la flamme se dissipe, le livre reste intact. Le livre tousse, juste pour se moquer d'eux, tout en les félicitant d'avoir encore évité la deuxième malédiction. D'un autre côté, il perd son calme, parce que la relique démoniaque d'Ilia, qui est presque de niveau divin, n'a même pas pu endommager un livre. Le livre de règles dit alors qu'il aimerait voir s'il peut éviter les deux dernières malédictions, et Géa panique, car il ne peut pas croire qu'il reste encore 2 enfers à traverser, après avoir à peine survécu aux 2 premiers. Le livre de règles mentionne qu'il a 4 malédictions à lancer sur le monde, et il est juste curieux de savoir combien Eon peut en arrêter. Le livre fait savoir à Eon que son monde restera debout s'il parvient à stopper les 4. À ce moment-là, une tour jaune émerge, et cette fois, c'est une malédiction qui bloque les enregistrements. Le livre rappelle à Yon qu'il a protégé le droit d'utiliser les reliques, même pendant le blocage des outils, mais avec cette malédiction, il n'y a aucune possibilité qu'il puisse utiliser les reliques. Il s'avère que c'est la malédiction du Nil qui neutralise l'histoire en effaçant les enregistrements et les souvenirs. Les enregistrements de la création des reliques sont supprimés, ce qui rend impossible de se souvenir comment les utiliser. Au moment où cette malédiction se manifeste, les membres de l'équipe de Yon deviennent des légumes, oubliant complètement tout ce qu'ils savent. Yon se retourne en regardant ses coéquipiers afficher une idiote complète, ne laissant que lui et toi comme les seuls saints d'esprit, car ils sont des rois. En gros, ils s'en sortent indemnes parce qu'une majesté est un être qui se souvient simplement de tout. Yu dit à Yun que les mondes qu'il connaissait ont également été détruits dans cet ordre. Les humains ont perdu leur sens du raisonnement et se sont finalement anéantis eux-mêmes. Au lieu de paniquer, Yon commence à sourire comme s'il se souvenait de quelque chose. Il a compris que la première malédiction, qui est la malédiction de la tour de Babel, provient de Babylone, qui fait partie de la mythologie mésopotamienne. La deuxième malédiction de Vishvakarma vient de la civilisation indienne, ce qui signifie en gros que les 4 malédictions sont liées aux grandes civilisations. La malédiction actuelle est la malédiction du Nil, ce qui signifie qu'elle provient du monde d'un dieu égyptien. Yon suppose qu'il s'agit du dieu suprême qui ne s'est pas encore manifesté, le dieu soleil Ra. Aion sort alors la relique d'Isis car il pense qu'elle serait efficace contre Ra. Le livre de règles voit cela et panique, concluant que Aion triche. Cependant, Yon se moque de ce que dit le livre de règles et se lance vers la tour jaune. Il enfonce la lame dans la tour, la brisant finalement et neutralisant la malédiction du Nil. Les archives reprennent vie, et ses coéquipiers retrouvent immédiatement leur raison, tandis que Yu est complètement abasourdi. Il regarde le bâtiment et voit Haon en train de récolter de l'aura.
sans veste, et il doit admettre qu'Haon est incroyable. Avec le retour des archives, Haon crie en appelant la corde céleste, un artefact de grade SS. La corde apparaît de nulle part, fonçant vers Haon, qui lui demande où elle était. Elle mentionne qu'une aura étrange a soudainement lié son corps, restreignant ses mouvements. Yon comprend alors que, puisqu'elle a été créée d'une histoire, elle a dû être incluse dans la malédiction du livre des règles. Avec la corde, Yon grimpe au sommet du bâtiment pour retrouver ses coéquipiers. Yu le félicite, lui disant qu'il n'a jamais vu quelqu'un éviter les désastres comme Yon. Voyant que tout va encore dans leur sens, le livre des règles exprime sa frustration et loue la ténacité de Yon. Cependant, il lui fait savoir qu'il va écraser tout espoir qui lui reste. Le livre des règles active alors la malédiction de Fuji, qui est la 4e malédiction, celle du déni d'espoir. C'est une malédiction qui dépouille de tout espoir et enlève l'idée de recevoir de l'aide. Heian n'est pas surpris, car la dernière malédiction est celle de la civilisation chinoise. En gros, Fuxi était celui qui a appris aux humains à écrire et leur a donné le bagua pour qu'ils puissent prédire l'avenir. Yon réalise que la nature de Fuxi, qui essaye de voir l'avenir, est devenue une malédiction qui nie maintenant l'espoir. Yon mentionne que le nom peut sembler spectaculaire, mais il est abstrait comparé aux autres malédictions. Cependant, Yu corrige son idée reçue, lui disant que cette malédiction est même la plus dangereuse. Il lui dit de regarder l'état actuel de son monde. En gros, les gens ont perdu la capacité de communiquer et tous les outils ont été détruits. Il lui dit qu'au moment où le temps recommencera à avancer, un désastre frappera le monde. Yu lui demande ce qu'il pense que l'espoir est dans un monde où seuls les artefacts peuvent être utilisés. Il lui fait remarquer ce qui lui manque, disant à Yon qu'il est le dernier espoir, car sans la majesté, même les artefacts ne seront pas utilisables. Le livre des règles confirme cela, disant à Yon qu'il est l'espoir du monde, ce qui signifie qu'au moment où il meurt, les artefacts deviennent inutilisables. Juste à ce moment-là, le livre des règles déclenche une attaque pour tenter de tuer le dernier espoir du monde. Yon se prépare à défendre contre l'attaque imminente, mais réalise soudain qu'il ne peut même pas bouger. Le système lui dit que son cœur va être extrait pour éliminer toutes les formes d'espoir, et le livre lui dit qu'il n'est rien de plus qu'une personne dont l'histoire est officiellement terminée. Juste au moment où le livre s'apprête à l'atteindre, la corde céleste l'attaque en le frappant avec un cylindre de gaz qui explose en flammes, coupant l'aiguille d'attaque. Le livre des règles est surpris et demande à la corde céleste ce qu'elle pense faire, mais la corde déclare sa loyauté, disant qu'elle va protéger son maître. Le livre est furieux d'être dérangé à chaque coin, et il dit avec colère à Yon qu'il ne va plus lui faire de cadeaux. Le livre se divise en plusieurs pointes, repoussant tous les obstacles sur son chemin, avant de former une seule pointe, visant la poitrine de Yon. Yon regarde avec horreur la pointe percer sa poitrine, tandis que ses coéquipiers hurlent. Yon est ensuite rejeté, alors que son cœur est extrait par le livre, qui exprime son soulagement qu'une des malédictions ait fonctionné. Il mentionne à quel point c'était frustrant que Yon ait pu échapper aux précédentes malédictions avec ses tours inutiles. La corde se précipite pour vérifier Eon, qui ne répond plus. Elle lui demande de se réveiller en appelant un artefact de guérison, mais il semble trop tard. Juste à ce moment-là, le livre de règles leur dit que le pire est à venir, car à partir de maintenant, des désastres frapperont leur monde, puisque le roi n'est plus là pour le protéger. La corde céleste s'enroule avec colère autour du livre de règles, lui disant qu'elle ne lui pardonnera pas, mais le livre leur fait savoir qu'il y a une récompense s'ils parviennent à surmonter les épreuves. Cependant, l'échec entraînera des pénalités. Le livre est occupé à se vanter de ce qu'il a fait, quand la corde le lance au loin, le fracassant au sol. Le livre essaye de se libérer, mais n'y parvient pas. Et il dit au groupe que s'ils réussissent à bloquer l'un des 4 désastres, un bonus leur sera accordé. La corde n'est pas d'accord avec ses discours et continue de le balancer jusqu'à ce que le livre révèle qu'il résoudra lui-même la tour bleue. Cependant, lorsqu'il réalise que la corde ne l'écoutera pas, le livre décide de disparaître, croyant que son travail est terminé. Avec le livre et le grand œil dans le ciel disparu, Chloe accourt car ils ont besoin d'un artefact de guérison. Ils hurlent tous et appellent le nom de Heon quand sa voix résonne soudainement dans l'espace. De nulle part, il apparaît dans une fissure de l'espace et l'équipe panique car elle croit voir un fantôme. Julian est stupéfait de voir que Yan est toujours en vie, et c'est alors qu'il réalise que la personne allongée au sol est la seule manquante parmi eux, Ja. Yan se précipite vers Yu, le saisissant par le col, lui demandant ce qu'il a fait à Ja. Yu sourit, disant à Yan qu'il lui a en fait sauvé la vie, mais qu'il n'est même pas reconnaissant. Yang crie à Yu, lui disant qu'il aurait pu gérer le livre lui-même, mais Yu lui rappelle qu'il ne le pouvait pas car il ne pouvait même pas invoquer correctement ses artefacts.
Apparemment, Yu a agi quand la corde a frappé le livre avec le cylindre qui a causé une explosion. Il a profité de la couverture de la fumée pour attraper le vrai Yan et le jeter dans un espace caché avant de transformer Jay en Yan. Yu dit à Yan que s'il n'avait pas fait ça, son cœur aurait été arraché. Cependant, Yan n'est toujours pas impressionné par le fait que le type ait dû sacrifier Jea pour le sauver. Yu lui fait savoir que le livre de règles n'est pas un imbécile, c'est pourquoi il n'a eu d'autre choix que de faire cela pour s'assurer de le tromper. Cependant, il exhorte Yan à ne pas désespérer trop, car Jea est toujours en vie. Yu lui montre alors le bol de nouilles dans sa main, lui disant que l'âme de Ja est coincée dans le bol. Cela ne fait qu'énerver Yan davantage, car il ne croit pas que son subordonné soit dans un bol de nouilles. Juste à ce moment-là, la voix de Ja résonne depuis le bol, reprochant à Yu de l'avoir mis là, alors qu'il est humain, pas de la nourriture à manger. Il est encore en train de râler quand Yon prend le bol à Yu, et il confirme que Jean est vraiment coincé dans le bol, car c'est le seul à parler sans cesse comme ça. Cependant, Yon lui fait savoir combien il est soulagé qu'il soit encore en vie, mais soudain, Yon perd à nouveau son calme en réalisant que Yu a fait de Ja un bol de nouilles au goût doux. Même Ja ne peut pas croire que c'est pour ça qu'Yon perd la tête. Yu pousse Heon à ignorer le goût, car il a réussi à le rendre exceptionnel à sa manière. Ja grogne, surpris d'être une tasse de nouilles. Chloe exprime ensuite sa surprise de voir que Ja est toujours en vie malgré son cœur manquant. Il dit que son corps semble gelé et Heon demande à Yu si Jea peut être sauvé. Yu répond qu'il suffit de récupérer le cœur de Jea. Il mentionne qu'ils viennent d'avoir l'opportunité de contre-attaquer contre les reliques des 4 grandes civilisations, car ils croyaient déjà qu'Ion était mort. Leur erreur est qu'Ion est encore en vie et que son monde peut encore utiliser des reliques. Yu lui fait savoir que c'est le seul endroit où cela existe, car les seuls mondes pouvant utiliser des reliques sont ceux ayant un accord avec les 4. Yu dit à Hyan que son existence est spéciale, révélant qu'il a traversé de nombreux mondes, mais qu'il n'a jamais vu quelqu'un comme Hyan. Il exprime sa surprise d'avoir pu éviter la malédiction de Vishvakarma et même de gérer la malédiction de Ra avec la lame d'Isis. Yu dit ensuite à Heon qu'il est sûr d'être le seul capable de renverser la situation et l'encourage à l'aider à abattre les 4 reliques de la civilisation. Pour convaincre Heon, Yu lui dit que s'unir l'aidera à récupérer le cœur de Jea et surtout à retrouver sa fille qui a été arrachée du ventre d'Irène. Yoon est stupéfait que Yu soit au courant de sa fille à naître disparue. Mais pour dissiper ses soupçons, Yu explique rapidement qu'il en a simplement entendu parler. Il rassure Yan que détruire ces reliques rebelles l'aidera certainement à retrouver sa fille. Yan se rappelle immédiatement à quel point il s'est senti misérable en tenant Irène dans ses bras pour la réconforter lorsque leur fille à naître a disparu. Alors qu'il réfléchit encore à la proposition, Yu leur dit que les reliques rebelles se cachent dans l'espace d'Amaterasu. Il explique que la déesse Amaterasu a réussi à se cacher pour éviter d'être transformée en relique, et l'endroit où elle se cache est actuellement le repère des reliques des 4 grandes civilisations. Apparemment, la déesse cachée, Amaterasu, est la déesse du soleil dans la mythologie japonaise, qui, dans sa colère, s'est cachée dans une grotte lorsque son frère cadet, Susanoo, le dieu des tempêtes, a fait des ravages. Pendant qu'elle se cachait, le monde a été plongé dans l'obscurité, alors les dieux ont organisé un festin et dansé juste pour l'attirer hors de la grotte. Yon est tellement surpris qu'elle soit si douée pour se cacher qu'elle a même réussi à éviter d'être transformée en relique. Malgré sa cachette, les 4 dieux rebelles ont réussi à envoyer des livres de règles pour ruiner les lignes du monde et asservir les majestés qui les dirigent. Quant aux majestés qui refusent de coopérer, leurs cœurs sont arrachés comme lorsque le cœur d'Ion a failli être arraché. Yon commence à se demander pourquoi les reliques rebelles s'attaquent au cœur, ce qui pousse Yu à réaliser qu'il doit encore expliquer ce point. Il dit alors à Yon qu'au moment où quelqu'un accède au rang de majesté, son cœur cesse d'être un organe humain ordinaire. Puisque les majestés sont l'axe de la ligne du monde, leur cœur se transforme en cœur de souverain, devenant le noyau de ce monde. Selon toi, les 4 reliques rebelles ont l'intention de collecter ces cœurs juste pour inverser la malédiction de reliquisation qui leur a été imposée. Cela signifie simplement qu'ils veulent utiliser leur cœur pour effacer la règle fondamentale selon laquelle toutes les histoires naissent en tant que reliques ou probablement la changer en une forme qu'ils désirent. Yon est choqué d'apprendre qu'une telle chose est réellement possible. Yu lui assure que c'est le cas, car une seule majesté est suffisamment puissante pour changer les règles de son propre monde. Donc, si les cœurs de plusieurs majestés sont rassemblés, ils pourraient même changer les règles suprêmes. Cela pousse immédiatement Yan à décider de s'allier avec toi, car c'est le seul moyen de sauver son subordonné. Bien qu'il soit un ramen en danger, Jea est touché par la détermination de Yan.
De son côté, Yon est déterminé à envahir le repère de la relique Rogue et à détruire tout ce qui se mettra en travers de son chemin pour sauver sa fille et récupérer le cœur de Jea. Yu est content d'entendre cela et décide qu'ils doivent partir immédiatement avec sa relique de voyage dimensionnel, mais soudain, Yon l'interrompt en exigeant de savoir comment il sait où sera le livre des règles. Yu dit à Yu qu'il peut en fait suivre l'énergie du livre des règles, ce que Yu trouve étrangement pratique et suspect. Cependant, il ne pousse pas plus loin et dit à Yu qu'il veut stabiliser son monde d'abord avant de partir, car tous les outils faits par l'homme se briseront une fois que le temps recommencera à s'écouler. Et il y a aussi le problème de communication, qui n'est pas résolu. Eon ordonne alors à son équipe d'utiliser des reliques de vol pour abattre les avions dans le ciel. Julian souhaiterait qu'ils aient assez de bras pour faire tomber les avions tant que le temps est encore figé. Ilia rappelle à Eon qu'ils doivent encore résoudre le problème de communication, alors il suggère de créer une copie de la relique de traduction et de la distribuer. Malheureusement, la seule personne capable de gérer la copie de relique à grande échelle est actuellement un ramen, ce qui rend son travail impossible. Juste à ce moment-là, Eon se souvient que tu peux les aider, mais avant qu'ils ne puissent demander, de puissantes trompettes dorées commencent à retentir dans l'air, interrompant leur discussion. Le groupe se tourne vers le son et voit une lumière rouge briller entre les trompettes. Quelques instants plus tard, cela s'étend en un portail, et une voix résonne de l'intérieur, annonçant que ce monde a rempli les conditions d'invasion et de soumission parce que Sa Majesté est morte. Apparemment, ce portail s'appelle l'Arc de Triomphe, une divinité de type invasion et intervention, relique de grade SS. Yu explique au groupe qu'un monde où la Majesté est morte est appelé un monde vide, et que des majestés d'autres mondes peuvent envahir et voler les reliques de ce monde vide. Yu n'est pas surpris que le livre des règles ait déjà répandu la nouvelle sur ce monde aux autres majestés. Ce qui le surprend, c'est la rapidité avec laquelle cela s'est produit, probablement par dépit pour tout ce que Eon a fait subir au livre des règles. Cependant, Eon rit de l'invasion en invoquant une lance connue sous le nom de Gungnir, une relique de grade SS. Furieux, Yon lance le Gungnir vers le portail d'invasion, exigeant de savoir qui leur a donné l'audace de violer son territoire. La relique Gungnir est excitée à l'idée d'une action. Mais au moment suivant, un bouclier bloque l'attaque, la laissant confuse. Yon est immédiatement informé que son attaque a été bloquée par un trait de majesté et qu'un éveil de majesté est nécessaire pour le contourner. Soudain, une silhouette sort de l'arc, annonçant fièrement une déclaration de conquête. Au moment suivant, un rouquin ressemblant à un joker, connu sous le nom de Mars Connell, sort de l'arc en annonçant avec enthousiasme que ce monde sera désormais gouverné par lui. Mars vérifie ensuite le livre des règles, les malédictions placées sur le monde, et est assez impressionné de voir que 2 des 4 malédictions ont été résolues. Il remarque également que quelqu'un a déjà arrêté le temps dans le monde, alors il décide de le relâcher comme première étape de son plan d'invasion. Mars utilise son pouvoir de majesté, qui lui permet de supprimer tous les effets de statut pour redémarrer la chronologie dans ce monde. Au moment où le temps redémarre, le monde est instantanément plongé dans le chaos avec des projectiles tombant de tous les angles et des gens incapables de comprendre la langue des autres. Voyant le chaos se déployer, l'équipe de Yon se lance immédiatement à l'action pour arrêter Mars. Julian prend son envol sur sa bête et se dirige vers l'arc, criant à Mars d'arrêter cette folie. Il souligne que la communication est toujours coupée, donc des avions pourraient commencer à tomber du ciel à tout moment. Cependant, Mars est ravi d'apprendre que plus il y a de morts, plus de reliques seront libérées, ce qu'il veut. Yon convient aussi que Mars a une horrible personnalité, tandis que Crow ajoute qu'il a utilisé un pouvoir de majesté. Jun rappelle à Yon que le livre des règles lui a aussi laissé un pouvoir, et à ce moment-là, une corde dorée sort un mini-livre des règles. Cependant, il ne peut pas utiliser ce premier pouvoir pour ressusciter un monde mort ou une personne morte. Le deuxième pouvoir est l'acquisition de points de régression future, et le troisième est la modification de cadre. Eon est très satisfait de ces pouvoirs, qui pourraient être phénoménaux s'ils sont bien utilisés. D'un geste de doigt, il commence à contrôler le monde comme ses esclaves, leur ordonnant de chercher et de piller les reliques. En voyant la scène bizarre, Yon est surpris par le pouvoir de la relique de l'Arc de Triomphe. Jun informe alors que la première collision d'avion est attendue dans moins de 7 minutes, les trajectoires se mêlant. Il ordonne immédiatement à Yu de créer une relique sans même lui dire quel type de relique.
Eon révèle que Yu a créé la scène d'exécution et a aussi fait une copie exacte des 3 reliques de grade divin. Avec tous ces accomplissements, Yan est certain que Yu peut créer même des reliques difficiles. Sans attendre qu'il fasse un choix, la corde céleste lie immédiatement la main de Yu pour l'empêcher de fuir. Cependant, Aion lui dit de ne pas s'inquiéter car son propre cerveau est une encyclopédie sur les reliques. Utilisant ce passage comme une faille, Eon lui demande de créer une relique pour inverser la malédiction de Babel. Grâce à cela, les gens se sont rassemblés pour construire une ville et une tour atteignant les cieux afin de se faire un nom. Cependant, Dieu n'était pas content, car si les humains continuaient ainsi, ils deviendraient trop arrogants et puissants. Il est donc descendu et a détruit la tour, puis a confondu leur langue, ce qui les a dispersés. Eon dit alors à Yu qu'ils vont seulement utiliser la première partie du passage pour créer un artefact inversant la malédiction de Babel. Yu est impressionné par le plan astucieux de Eon, alors il décide de suivre cette stratégie. Toujours lié par la corde dorée, il commence à créer la tablette de la Genèse, chapitre 11, sur le sol. Eon regarde avec émerveillement alors que la gigantesque tablette émerge du sol avec le verset déclarant que le monde entier a une seule langue et un discours commun. Cependant, Yu dit à Yon qu'il pourrait ne pas être capable d'utiliser l'artefact, laissant Yon perplexe. Yu explique alors que la tablette est un artefact religieux, donc ils ont besoin de quelqu'un avec une affinité similaire pour l'activer. Lorsqu'il demande si l'un d'eux est religieux, tout le monde se tourne instantanément vers Ilia, qui était apparemment prêtre autrefois. Comme il a dû mémoriser la Bible durant son temps de prêtre, il pense qu'il a la meilleure affinité. Mais Ilia les informe que cela fait déjà une éternité qu'il a changé de carrière, surtout maintenant qu'il se spécialise dans les démons. Siola intervient en disant qu'Ilia est probablement la pire personne pour le poste en ce moment et pourrait même être plus faible qu'un homme ordinaire face aux artefacts chrétiens. Yon décide d'activer l'artefact lui-même en utilisant une grande quantité de son pouvoir de domination. Yu doute qu'il puisse le faire, surtout qu'il n'a même pas encore éveillé ses pouvoirs. Yon ne se soucie pas de toutes ces histoires d'éveil et ne sait même pas ce que cela signifie, mais il assure à Yu qu'il a confiance en son pouvoir de domination. Déterminé à montrer à Yu de quoi il est capable, Yon utilise son pouvoir de domination pour activer la tablette, laissant Yu complètement stupéfait. Dès qu'elle est activée, l'artefact de grade divin unifie toutes les créatures en une seule langue, y compris les humains, les animaux, les artefacts et tous les êtres vivants. Une lumière dorée explose de la tablette lors de l'activation, annulant instantanément l'asservissement des gens par Mars et les restaurant à la raison. Au moment où ils sont libérés, tout le monde commence à se comprendre à nouveau, y compris les animaux, car chaque être vivant parle maintenant la même langue. Yon est soulagé d'apprendre que les langues du monde ont été réorganisées en une seule langue. La corde dorée le félicite pour cet exploit, tandis que Yu est simplement émerveillé que Eon ait réalisé un acte aussi monstrueux. Jun reçoit bientôt la nouvelle que tous les avions ont réussi à éviter la collision grâce à une communication fluide. Avec la barrière de communication levée, les gens de la ville commencent à se précipiter pour trouver un abri, tandis que Mars est furieux à cause de ses plans ruinés. Il crie de toutes ses forces pour essayer de faire exercer le contrôle de l'arche sur les gens, mais personne ne lui prête attention, ce qui le frustre. Néanmoins, Yan est toujours impressionné par l'artefact de l'Arc de Triomphe, mais malheureusement, à cet instant précis, il ne vaut rien, car l'artefact tablette a éliminé la hiérarchie et la différence entre le souverain et le sujet. En gros, la tablette n'unifie pas seulement toutes les langues, mais déclare aussi que tous les êtres sont égaux, éliminant complètement la peur d'être conquis et annulant la différence entre domination et soumission. Alors que les gens rejettent la conquête de Mars, il est abasourdi par le pouvoir de leur défi, et son arc de triomphe commence à se fissurer, le laissant confus. Yon lui explique alors que c'est parce que son artefact, qui reposait fortement sur la différence entre conquérant et conquis, est devenu inutile sans but. Mars est furieux d'entendre cela, mais refuse de reculer juste parce que Eon a neutralisé son artefact. Pour riposter, Mars se coupe la main et utilise son sang pour invoquer des majestés d'autres mondes. Son sang forme un lien, ouvrant des lignes temporelles d'où émergent plusieurs majestés. Mars fait savoir fièrement à Eon que la relique tablette est une relique de traduction haute performance, qui joue aussi en sa faveur. Il annonce ensuite que la relique aide ceux des différentes dimensions à se comprendre, rendant son travail encore plus facile. Yu est stupéfait d'apprendre cela, ne pouvant croire que l'effet de sa relique ait pu influencer d'autres timelines.
Aucune de ces créations n'a jamais eu d'influence sur plusieurs timelines, mais la tablette est devenue l'exception. D'autre part, Mars sort une autre relique, un casque qui prend le contrôle des esprits, y compris celui de Héon. Crow prévient rapidement l'équipe que le casque appartient à Ares et peut semer la confusion, rendant difficile de distinguer amis et ennemis. En prenant le contrôle de l'esprit, le casque force le porteur à voir chaque être vivant comme un ennemi, provoquant un chaos total. Comme elle l'avait prédit, l'équipe de Yon commence à se voir comme des démons méconnaissables, se menaçant les uns les autres. Pendant ce temps, Jay est toujours coincé en tant que nouille en tasse, donc, bien sûr, il ne peut pas porter de casque, ce qui l'aide à garder sa santé mentale. Malheureusement, il fait face à un nouveau problème, car maintenant, tout le monde veut le manger. Heureusement, avant qu'il ne puisse le capturer, Yu, qui est encore lucide, attrape Jae-ho tout en luttant pour rester sain d'esprit. Fixant les zombies sans esprit, Yu agit comme si ce n'était pas sa première rencontre avec la relique d'Ares. Il regarde alors depuis le bâtiment où le monde est déjà tombé dans l'anarchie, les gens s'attaquant les uns aux autres dans la confusion. Pendant ce temps, Mars se régale de son chef-d'œuvre, les incitant à se battre à mort, puisque toute l'humanité est devenue égale. Il avait profité de la même chose que Héon avait utilisé pour détruire sa relique de l'Arc de Triomphe. Sans sens de hiérarchie entre les humains, la relique agit encore plus efficacement sur les esprits. Crow panique en voyant que Héon pourrait perdre le contrôle alors qu'elle le voit lutter, donc elle prévoit d'utiliser la force pour le ramener. Cependant, ce qu'elle ne sait pas, c'est que pour un fou comme Yon, cela ne représente rien, car il a déjà décidé d'utiliser son troisième atout qui peut changer les règles. Cet atout peut l'aider à modifier tranquillement une règle d'une timeline pour un seul objet. Héon décide alors de l'utiliser, levant son poing en l'air avec excitation, activant l'atout dans son monde. À la grande surprise de Mars, Héon déclare une nouvelle règle, stipulant que toutes les reliques de niveau inférieur dans le domaine de toutes les reliques des dieux principaux sont neutralisées. Au moment où la règle est établie, le casque d'Arès est annulé, ce qui annule instantanément son effet, laissant Mars sous le choc. Dès que ces effets sont annulés, les casques de tout le monde se brisent instantanément, restaurant leur santé mentale. Yon rappelle alors fièrement à Mars qu'Arès était peut-être le dieu de la guerre dans la mythologie grecque, mais il reste en dessous de Zeus. Pour montrer à Mars ce qu'il veut dire, Héon active la lance de Zeus, qui est une relique de grade dieu principal. C'est à ce moment précis que Mars réalise qu'il a fait une erreur, car avec une relique de grade principal et la règle modifiée, il est complètement cuit. Avec cette combinaison, il réalise instantanément qu'il a en fait touché à la majesté de ce monde. Quant à Héon, un sourire malicieux s'étire sur son visage alors qu'il savoure le moment avant le destin de Mars. Mars, quant à lui, refuse de mourir sans se battre. Il annonce que la majesté de ce monde est toujours vivante et ordonne à ses alliés de capturer Yon. Les alliés recalibrent immédiatement leurs coordonnées, identifiant le battement de cœur de Yon en s'approchant. Alors qu'ils convergent vers sa position, l'équipe de Kian presse tout le monde de quitter le toit avant d'être encerclé. Soudain, de la vapeur jaillit de la tasse de ramen de Ja, surprenant Yu, qui se demande qui a pu y verser de l'eau chaude. Ja insiste pour dire que personne ne l'a fait, mais il est aussi déconcerté par ce qui lui arrive. La vapeur se répand rapidement sur toute la ville, la couvrant d'un brouillard dense qui empêche les alliés de localiser sa position. Il s'avère que la vapeur est due au fait que Gea a activé sans le savoir son trait connu sous le nom d'instinct de survie, qui active également ses fonctions de défense d'urgence et de furtivité en tant que nourriture. Yon est vraiment surpris que Gea ait une telle capacité, confirmant qu'il est désormais un artefact. Cependant, je rejette son nouveau titre, insistant sur le fait qu'il est toujours humain. Ravi de la nouvelle capacité de Jeu, Hyun réalise qu'il peut utiliser le brouillard pour surprendre l'ennemi qui ose pénétrer dans le monde d'un fou. Sur ce, Héon invoque la dent venimeuse d'Isis et disparaît dans le brouillard dense pour s'approcher de Mars, qui est déjà sur les nerfs, scrutant frénétiquement son environnement à la recherche désespérée de Héon. Juste au moment où il pense que tout est calme, Héon surgit du brouillard avec Ja sur son épaule et plonge sa lame dans Mars avant qu'il ne puisse réagir. Yon est satisfait de lui, tandis que Mars lui dit avec arrogance qu'il ne peut pas vaincre un conquérant avec un simple couteau de cuisine. Il se vante ensuite de porter un artefact défensif, mais Héon lui dit que le soi-disant couteau de cuisine n'est pas un couteau ordinaire. À ce moment-là, la dent venimeuse d'Isis commence à effacer le vrai nom de Mars, le dépouillant complètement de ses pouvoirs. Une fois son autorité en tant que majesté révoquée, les artefacts de Mars commencent à se désagréger, alors que Mars réalise qu'il a été dépouillé de son nom. Avant même qu'il puisse comprendre ce qui se passe, Yon le saisit par le cou et lui fait savoir qu'un conquérant sans nom n'est rien d'autre qu'un voleur de pacotille. Déterminé à lui apprendre ce qui arrive aux voleurs pris en flagrant délit, Yon traîne joyeusement Mars de son cheval de bataille et le frappe au sol.
Après s'être assuré qu'il est bien amoché, Yon lui dit qu'il n'est rien de spécial. Il commence alors à piller le pauvre type, découvrant un artefact précieux parmi ses affaires. Mars tend désespérément la main vers l'artefact, mais avant qu'il puisse le reprendre, Yon le saisit hors de portée, le laissant saisir rien d'autre que de l'air. Se sentant complètement vaincu, Mars décide de laisser tomber, mais Yon n'avait pas l'intention de lui faciliter la tâche, alors il décide de tester l'artefact sur Mars. Terrifié, Mars regarde impuissant Yon l'activer, et il s'avère que c'est un artefact de grade divin, connu sous le nom de sphère d'Atlas, qui peut transférer de force le poids du monde sur la cible. Mars repousse le gigantesque artefact de toutes ses forces, mais le poids commence à l'écraser, tandis qu'Yon se moque de lui. Yon lui dit de porter le poids du monde qu'il essayait de voler, mais même cela n'arrête pas Mars de parler. Il se vante que ce n'était que le début, et informe Yon que d'autres conquérants viendront pour lui. Malheureusement, avant qu'il puisse terminer son dernier discours de méchant, l'artefact l'écrase complètement, éclaboussant ses entrailles partout. Kion est alors informé que l'envahisseur Mars a été vaincu, mais il ne ressent aucune pitié pour lui. Au contraire, il est irrité que le type ait continué à parler jusqu'à la toute fin, salissant ses précieuses oreilles. Avec Mars vaincu, la porte dimensionnelle commence à se fermer, poussant son allié à fuir rapidement dans la panique avant d'être les prochaines victimes. Yon les ignore en les voyant fuir comme des rats d'égout, tandis que Ja, toujours un bol de ramen, les avertit avec arrogance de partir ou de subir le même sort que Mars. Ensuite, Heon désactive la sphère d'Atlas, la réduisant à sa taille normale. Soudain, des acclamations éclatent de nulle part, et en se tournant vers le bruit, Heon remarque un écran au-dessus de lui qui s'avère être une diffusion en direct. Yu lui dit que l'écran est apparu parce que Mars a déclaré une guerre de majesté. Apparemment, quand une autre majesté déclare une guerre de majesté, le livre des règles la diffuse à tous les membres concernés. Comme le monde perdant devient une colonie du monde gagnant, l'attention de tous se concentre sur la guerre de majesté, d'où la nécessité de la diffuser. Yu dit ensuite à Hyan de vérifier ses dépouilles de guerre, mais avant qu'Hyan ne comprenne ce qu'il veut dire, le cœur de majesté de Mars émerge de ses restes. Hyan est si stupéfait que Crow doit lui dire que c'est le cœur de la majesté de Mars. Yon prend le reliquaire pour l'examiner, fasciné car il n'a jamais vu de vrai cœur de majesté auparavant. Crow l'informe alors qu'en utilisant le cœur, il peut absorber et manier l'aptitude de majesté de Mars. Stupéfait par cette révélation, Yon étudie attentivement le cœur, tandis que Jun demande s'il a vraiment l'intention d'absorber l'aptitude spéciale de Mars, connue sous le nom d'autorité du conquérant. Excité rien qu'à ce nom, Yon déclare immédiatement qu'il va définitivement prendre ce pouvoir. Avant que ses coéquipiers ne puissent exprimer leurs objections, Hyun absorbe l'aptitude tout en se demandant quel genre d'aptitude est réellement l'autorité du conquérant et si elle est similaire à l'aptitude de conquête du président Quan. Après l'absorption, Hyun obtient une nouvelle aptitude de rang S du cœur, intitulée « Lutter entre vous ». Lorsqu'elle est activée, elle fait en sorte que supérieurs et subordonnés se voient comme des conquérants, les incitant à se battre entre eux. Kian est déçu par cette aptitude, car il espérait en obtenir une qui lui permettrait de dominer les autres. Crow explique que les aptitudes sont généralement modifiées pour mieux convenir à la personnalité de la personne qui les absorbe. Jea éclate de rire, soulignant que l'aptitude convient parfaitement à Heon, puisque créer le chaos est sa spécialité. Il leur dit que du point de vue de l'ennemi, Heon est pratiquement un démon. Mécontent de cette comparaison, Heon menace de verser de l'eau chaude sur Jea. Alors que les deux continuent à faire les fous, le livre des règles réapparaît soudainement et est choqué de constater qu'Yon est toujours en vie. Yon se moque de lui d'avoir été dupé, irritant encore plus le livre des règles, déjà épuisé par un fou comme lui. Pour aggraver les choses, Yon exige sa récompense pour avoir surmonté l'épreuve. Bien qu'il soit furieux, le livre des règles n'a d'autre choix que de se conformer, puisque les récompenses faisaient partie des règles qu'il a annoncées plus tôt. Le livre accorde à contre-cœur à Heon le titre de Majesté du Chaos, ce qui augmente considérablement son aura. Cependant, comme toujours, rien de bon ne vient sans inconvénient, car ce titre entraîne des incidents et des accidents qui suivent constamment Heon, tout en augmentant légèrement la probabilité qu'un reliquaire l'attaque. Agacé par l'existence de Heon, le livre des règles disparaît immédiatement après lui souhaiter de mourir bientôt. Une fois tout résolu, Heon décide de partir immédiatement avec Yu pour poursuivre leur plan de sauver sa fille et de trouver le cœur de Jea. Il dit à l'équipe de rester en arrière pendant qu'il poursuit le livre des règles. Jea lui dit de rester en sécurité, mais il est dévasté lorsque Heon l'informe qu'il viendra aussi en tant que ration d'urgence. Ensuite, Heon demande à Yu de le guider vers le livre des règles comme prévu, et Yu accepte. Cependant, les coéquipiers de Heon insistent pour l'accompagner
plutôt qu'un imitateur suspect qui ressemble à Jaya. Yu conseille aussi à Heon d'emmener son équipe, avertissant qu'une autre variable imprévue pourrait surgir, tout comme la tablette qui avait agi contre eux. Ilya et Siola continuent de soutenir qu'Hyun doit prendre ses coéquipiers de confiance au lieu d'un escroc, mais Hyun leur dit qu'ils ne peuvent pas tous quitter leur base pour être attaqués. Yu est d'accord et leur rappelle qu'un autre envahisseur pourrait revenir, et que le livre des règles pourrait leur donner des missions sans prévenir. Comme le livre leur a dit plus tôt, ils obtiennent des avantages en réussissant et des pénalités en échouant. Yu informe ensuite son équipe que leur tâche de protéger cette ligne temporelle est très importante, donc ils doivent s'occuper de la mission du livre des règles et l'aider à accumuler des avantages qui deviendront sa force. Après ce conseil, il leur ordonne de rester en arrière et de s'occuper de leur maison avec sa femme Irène. Juste à ce moment-là, sa femme arrive et entend qu'il part, ce qui l'inquiète car la mission de Heon est dangereuse. Cependant, Heon lui dit qu'il doit partir pour ramener leur fille. Il lui rappelle alors que son mari est en quelque sorte le roi et la rassure en disant qu'il ne reviendra jamais les mains vides. Irène est émue lorsque Yon lui demande de lui faire confiance, alors elle décide de ne plus s'inquiéter. Elle menace alors de le ruiner s'il ne revient pas entier. Après que les deux amoureux se soient enlacés, Yu sort un seul haricot, ce qui laisse Yon perplexe. En lançant le haricot au sol, Yu dit à Heon que c'est un artefact de voyage dimensionnel, même si ça ressemble à une blague. Le haricot germe soudainement, atteignant le ciel et choquant même les pauvres oiseaux qui vaquaient à leurs occupations. Les coéquipiers de Heon sont stupéfaits que l'artefact de voyage dimensionnel provienne en fait de l'histoire de Jack et le haricot magique. Yu leur dit alors qu'ils peuvent aller dans d'autres mondes depuis le sommet du haricot. Une révélation qui ne plaît pas vraiment à Yu, qui se demande combien de temps il leur faudrait pour grimper. Réalisant qu'il pourrait avoir besoin d'un artefact de mouvement, Heon se tourne vers ses subordonnés loyaux qui évitent instantanément son regard pour ne pas le croiser. Heon est furieux car il y a à peine un instant, ils se battaient tous pour voyager avec lui, mais maintenant, tout le monde feint l'amnésie. Ilya rappelle à Heon qu'il leur a déjà dit de protéger ce monde. Siola et Julian lui font aussi leurs adieux et le pressent même de partir, ce qui met Heon en colère. Yu, qui a déjà commencé l'ascension, dit à Heon d'arrêter de se plaindre et de grimper. Hyun commence alors à monter à contre-cœur, tout en râlant sur cette montée sans fin. Las des plaintes, Yu se demande ce qu'Hyun voudrait qu'il fasse, alors qu'il a déjà traversé beaucoup de choses pour obtenir cet artefact. Il conseille ensuite à Yan de considérer la montée comme un entraînement musculaire, mais Yan n'a aucune intention de devenir musclé. Il invoque immédiatement la corde céleste pour l'aider à grimper, et la corde accepte avec confiance de l'emmener à sa destination. Se sentant satisfait, Yon se vante de sa solution astucieuse et décide d'avancer pendant que Yu souffre de l'entraînement musculaire seul. Yu lui dit qu'il triche, mais Yon lui fait simplement savoir qu'il conserve sa force. Réalisant que les gens doivent travailler intelligemment, Yu supplie Yon de lui faire un tour, mais cela ne semble pas se passer comme prévu. Quand ils atteignent enfin le sommet, Yon est émerveillé par les lignes de monde, que Yu confirme être tous différents. Après avoir admiré la scène, Yon demande à Yu où est passé le livre des règles. Yu pointe dans la direction où il doit être et dit à Yon qu'il va créer un chemin juste au-dessus de l'entrée. Alors que la tige s'étend vers l'entrée du nouveau monde, Yon se demande s'ils doivent aussi ramper, mais Yu saute silencieusement pour répondre. Après le saut fou, Jay a failli s'étouffer, et après avoir repris son souffle, il réalise qu'il s'est évanoui à cause de la chute. En reprenant ses esprits, il remarque Yu et Hyun, ébahis, fixant la ville colorée devant eux. On les informe qu'ils se trouvent dans un monde connu sous le nom de Coupe de Dionysos, où l'effet de statue, ville de la folie, est en cours. Yon souligne que ce monde est étrange, et se demande pourquoi les gens portent tous une coupe à cause du nom de la ville. D'après ce qu'il voit, Yon conclut que cela ne ressemble pas à un monde détruit, mais Yu n'est pas d'accord avec cette conclusion. Alors qu'un groupe passe, agissant comme ivre et demandant à tous de céder leur corps à la relique, Yon perçoit une forte odeur d'alcool venant des égouts. Il se bouche rapidement le nez en réalisant que ce n'est pas seulement l'odeur d'alcool. Yon apprend alors qu'un composant de drogue addictive a été détecté dans l'air. En observant les gens dans les rues, Yon admet finalement qu'ils ne semblent pas dans leur bon sens. Yu lui dit que chaque majesté choisit de diriger son monde comme elle l'entend, et ici, la majesté intoxique ses sujets pour paralyser leur raison. Ainsi, peu importe ce qu'ils font, personne ne se mettra en travers de leur chemin. Il pointe alors vers le bâtiment le plus imposant de la ville, disant que c'est probablement là où réside la majesté et où le livre des règles doit être. Déjà exaspéré par l'atmosphère horrible de ce nouveau monde, Yan se dirige immédiatement dans cette direction, déterminé à en finir le plus vite possible. Cependant, avant qu'il ne parte, Yu lui dit de vérifier son poignet d'abord.
Hyun jette un coup d'œil et est stupéfait de trouver un étrange numéro bleu imprimé dessus, se demandant ce que cela signifie. Yu est choqué de voir que la valeur sur le poignet de Hyun est de 50 alors qu'il n'a même rien fait, car 100 est censé être le maximum. Hyun est confus et ne comprend pas pourquoi Yu tire la sonnette d'alarme. Il remarque aussi un numéro rouge sur la main gauche de Yu à côté du bleu sur son poignet droit. Yu explique alors que les numéros représentent en gros la règle qui régit ce monde. Le numéro bleu à droite représente le niveau de raison, ce qui signifie que si le numéro est élevé, cette personne peut maintenir sa raison longtemps. Cependant, le niveau de raison continue de baisser, même sans rien faire. D'autre part, les numéros rouges représentent le niveau de folie, et pour utiliser des reliques dans ce monde, le niveau de folie doit être élevé. Cependant, à mesure que le niveau de folie augmente, la raison est épuisée, donc un équilibre entre les deux est nécessaire. Yon se demande ce qui se passe quand le niveau de raison atteint 0, et Yu explique qu'ils perdent leur libre arbitre pour devenir des marionnettes de la majesté de ce monde, ce qui signifie qu'ils deviennent rien de plus que des PNJ dans un jeu. Selon Yu, la plupart des majestés transforment les gens de leur monde en PNJ juste pour pouvoir régner facilement sans que personne ne se mette en travers de leur chemin, mais Ion n'est pas vraiment d'accord avec cette idée. Yu lui demande alors son niveau de folie et découvre qu'il est aussi élevé que 99. Choqué, Yu se demande quel fou il a croisé, car Eon est déjà un fou au quotidien. Yu lui dit qu'il faut un niveau de folie d'au moins 30 pour utiliser un artefact, et à 71, on peut devenir un utilisateur avancé. Mais maintenant, il ne sait pas où classer quelqu'un avec un niveau de folie de 99. Cela le fait se demander ce qu'est Ion, car à ce niveau, il pourrait manier un artefact de niveau or dans ce monde maudit. D'un autre côté, Ion est super excité de savoir qu'il peut utiliser un artefact sans problème, alors ils décident de continuer leur quête pour trouver la majesté de ce monde. Après quelques pas, le niveau de santé mentale de Ion chute soudainement, le laissant perplexe. Yu lui rappelle que ça baisse même sans rien faire, puisque la ville est pratiquement un verre d'alcool vivant, donc les gens se saoulent juste en respirant. Pendant ce temps, Yon commence à paniquer alors que son niveau de santé mentale chute rapidement. J suggère que c'est peut-être parce que Yon est déjà un cas désespéré, donc il n'a pas de raison d'avoir un niveau de santé mentale. Furieux, Yon menace de le plonger dans de l'alcool, poussant Ja à supplier pour sa vie. Yan est soudainement frappé par une nouvelle vague de l'odeur enivrante dans l'air, faisant encore chuter son niveau de santé mentale. Il dit alors à Yu que l'odeur d'alcool est le problème, et que toute la ville en est couverte, car chaque rue et égout déborde d'alcool. Il demande à Yu de créer un artefact qui puisse éliminer l'odeur. Yu n'en revient pas que Yon s'attende à ce qu'il fabrique un autre artefact alors que son niveau de folie est si bas. Cependant, Yon pense que cela devrait être possible puisque l'aptitude de Yu à créer des artefacts est spéciale. Yon envisage d'utiliser un artefact qui pourrait provoquer une pluie pour laver les voies d'eau et l'air de la ville, comme l'arche de Noé. Satisfait de cette idée, il demande immédiatement à Yu de créer un artefact de pluie forte basé sur l'histoire de Noé. Yu est choqué d'apprendre qu'il doit créer un autre artefact religieux et il est agacé que Hyun le fasse passer pour quelque chose d'aussi simple que faire les courses. Cependant, Hyun se moque de ses plaintes et lui conseille d'ajuster l'échelle de l'artefact pour qu'il pleuve uniquement sur la ville. Incapable de discuter avec un fou, Yu commence immédiatement à créer l'artefact, mais rappelle à Hyun qu'il a besoin de la légende exacte pour un meilleur taux de réussite. D'une seule traite, Yon commence à le réciter mot pour mot, ce qui fait se demander à Yu comment il a réussi à mémoriser tout ça. Quelques minutes plus tard, Yu déclare qu'il a terminé et brandit l'artefact qu'il a créé en forme de parapluie. Hyun est instantanément déçu par la création intermédiaire car il s'attendait à un arc, pas à une petite impression de l'arc sur un parapluie. Yu le rassure en disant qu'un parapluie est plus utile pour éviter de mouiller leurs vêtements sous la pluie. Alors que des nuages sombres commencent à s'amasser, Yu dit à Heon de se mettre sous le parapluie, et la seconde suivante, il commence à pleuvoir grâce à l'artefact de création de Yu, le déluge de jugement. Cet artefact réduit le niveau de folie de 20% et augmente le niveau de santé mentale de 20%. La pluie purifie également l'air pendant une courte période grâce à l'effet de l'artefact. Peu après, les habitants de la ville commencent à dégriser, et ils ne semblent pas reconnaissants que la pluie ait lavé leur délire, les laissant avec une terrible gueule de bois. Alors que les habitants de la ville sont plongés dans la confusion, Yon admire la belle pluie, l'encourageant même à laver l'air et à dégriser tout le monde. Malheureusement, un homme en colère réalise que Yon est le coupable de leur réveil, et il charge avec l'intention de le finir. Cependant, Yon esquive l'attaque tranquillement, plus sobre. Déjà prêt à se battre, Yon passe GA à Yu et invite la foule à l'attaquer.
Alors que le type en colère attaque, Yon esquive en pensant à la restriction absurde. Yon lui dit qu'il ne peut pas invoquer de relique à cause de la différence de statut. Cependant, Yon le frappe facilement dans les parties et lui vole son arme. Avec le gourdin, Yon donne un lifting gratuit à la foule pendant que Yu observe, certain que Yon est fou. Soudain, quelques costards arrivent, semblant tout contrôler, mais Yon les ignore. Avant que le type ne termine sa phrase, Yon le frappe au visage et se rue sur l'épée. Pendant ce temps, les autres costards ne sont pas trop en colère contre leur chef. Pour leur montrer comment utiliser l'épée, Heon l'active, libérant une puissance dévastatrice. Réalisant qu'ils ont peut-être choisi le mauvais adversaire, les costards commencent à paniquer. L'épée est alors révélée comme étant son ancienne arme, l'épée de Muramasa. Voyant Yon détruire le bâtiment d'un seul coup, le groupe commence à s'affoler. Il admet que l'épée a un peu de caractère, mais il l'a maniée longtemps. Yon les embarrasse en coupant leurs vêtements, disant au leader de se rendre. Yon leur dit qu'il veut que tous les reliques soient remis, peu importe leur grade ou type. Il leur fait savoir que s'ils les fouillent et trouvent quelque chose qu'ils ne veulent pas lâcher, il va les décapiter. En un rien de temps, la corde céleste aide Yon à rassembler plusieurs reliques du groupe, mais Yu n'est pas impressionné car il pense qu'il n'y a rien de valeur parmi les objets collectés. Il remarque ce qui semble être un instrument normal, mais Yon lui dit que ce n'est pas juste un instrument, c'est la flûte de Pan. Il lui dit qu'en jouant de la flûte, hommes et bêtes deviennent fous. En plus de la flûte, qui est un relique de grade, il y a aussi une plume d'Icar, qui est un relique de mobilité. Yu lui demande si le relique est en bon état, car dans l'histoire, Icar est finalement tombé. Yu maintient que ce sont tous des déchets, et il suggère de rendre les reliques au lieu d'attirer des ennemis. Pour défendre Yon, il dit à Yu qu'il doit aussi s'occuper des reliques de déchets, car il ne peut pas se concentrer uniquement sur les objets de haut grade. Juste à ce moment-là, Yon tombe sur une pièce d'or, et dès que Yu la voit, sa réaction change, ce qui pousse Yon à lui demander ce que c'est. Yu révèle qu'il a vu des majestés d'autres mondes utiliser la pièce pour parier. L'ampleur des paris était énorme, et ils ont même mis en jeu le destin de leur monde. À cause de cela, la pièce a entraîné victoire et ruine. Yu continue de suggérer de jeter la pièce quand il remarque la réaction de Hyun et réalise qu'il porte son visage de démon, ce qui signifie qu'il ne va pas se débarrasser de la pièce. Hyun confirme sa peur en levant la pièce avec joie, disant que c'est essentiellement l'objet le plus précieux qu'il ait jamais eu. Yu lui crie dessus, lui demandant s'il a frit son cerveau, mais Hyun le choque en révélant son intention d'utiliser la pièce immédiatement. Même Ja commence à paniquer, et avant que Yu puisse l'arrêter, Hyun lance la pièce en disant qu'il parie sur pile. Au moment où la pièce atterrit, elle montre face, et au lieu de paniquer, Hyun rit, demandant à Yu si quelque chose de mauvais va arriver maintenant qu'il a perdu. Yu est occupé à le réprimander quand ils entendent une explosion au loin, et le système informe Yon que le relique de Dionysos a été détruit. Le système lui dit ensuite qu'il a commencé la conquête du territoire d'une autre majesté, et la durabilité du territoire s'affiche pour lui. Yon a un air confus en demandant quand il a commencé une conquête dont il n'était pas au courant. Yu lui crie dessus, lui disant qu'il a essentiellement commencé une conquête au moment où il a endommagé la ville, ce qui est en gros une déclaration de conquête. Yon ne voit pas vraiment la gravité de ce qu'il a fait, mais Yu essaye de le forcer à le comprendre. Soudain, un autre groupe apparaît au loin, se précipitant vers Yon avec l'intention de l'abattre. Yu essaye de l'empêcher de causer encore plus de chaos, mais Yon s'en moque alors qu'il traverse le groupe. Pendant ce temps, dans la salle de situation de la force de sécurité de la capitale, il panique car il voit Eon traverser leurs gens comme s'il n'était rien pour lui. Le commandant perd patience et ordonne de déployer tout le monde sur leur liste. Et juste comme il l'a ordonné, toute la force est déployée pour contenir Eon. Quand ils arrivent là où se trouve Eon, ils le trouvent suspendant une partie de leurs citoyens à l'envers, et ils lui demandent de se rendre tout en lui demandant pourquoi il a pendu leurs gens avec des cordes. Yon répond tranquillement, sans se soucier du monde, qu'il les déshydrate. Yu se tient dans un coin, essayant de ne pas s'impliquer. Hyun dit à la sécurité que tout le monde est trempé de vin et qu'il ne faisait que les laver.
Eon demande même s'ils ne vont pas lui donner une récompense pour une tâche si belle. Il leur dit qu'il veut une relique, au cas où il déciderait de lui donner quelque chose. Fatigué d'entendre ces absurdités, la sécurité se précipite vers lui, mais Yon a déjà un autre plan. Il sort la flûte de Pan et, en la jouant, il perturbe complètement leur état mental. Yon se prépare à partir quand une lame vient de derrière. La lame le frôle mais le coupe à la joue. Yon se retourne et voit une agente masquée le fixer, surpris qu'elle garde encore son calme. La dame rappelle sa lame avec sa seconde main pour s'assurer de récolter de l'aura en présence de MC. Voyant que la dame est encore à 100% de santé mentale, Yon taquine que l'agent d'élite est arrivé. Yu lui dit qu'il devrait être reconnaissant que la flûte de Pan ait eu un effet écrasant. En même temps, Yu pense qu'elle va poser problème avec les reliques qu'il a. Hyon félicite la dame, lui disant qu'elle doit être importante pour garder son calme dans un environnement aussi fou. La dame lui dit d'arrêter de parler car elle s'intéresse seulement à l'arrêter. Mais Eon sort la pièce d'or, lui disant d'arrêter d'être ennuyeuse. Il propose de régler leurs différends en lançant la pièce. Elle la reconnaît comme la pièce du match à mort utilisée par les majestés et demande à Yon comment il en a une. En même temps, elle ne veut pas croire ce qu'elle voit et se persuade que c'est faux. Elle mentionne que récemment, des versions dégradées de la relique ont circulé dans la ville et causé le chaos. Ils ont lancé une campagne pour tout récupérer, mais voir une pièce avec Yon lui fait réaliser qu'il en reste. Elle se précipite alors vers Yon, lui disant qu'elle n'est pas du genre à se laisser berner par des tours faciles. Mais Yon n'hésite pas et lance la pièce avec l'aide de la corde céleste. Quand le résultat est révélé, la dame a perdu et son épée explose, la laissant désarmée. Elle est choquée car son arme est une relique de grade héros, mais elle s'est brisée comme si de rien n'était. Yon remarque alors que son niveau de santé mentale a chuté de 99 à 91, ce qui ne peut signifier qu'une chose. La dame réalise aussi qu'Yon tient une vraie pièce de mort. Yon refuse, lui disant qu'il veut qu'ils terminent leur match avec la pièce, lui faisant savoir que c'est même mieux pour elle. Il lui rappelle que c'est une situation de 2 contre 1, ce qui est mauvais pour lui. Yu est impressionné par la facilité avec laquelle Eon ment car il ne peut pas utiliser de relique, ce qui signifie qu'il est le seul à pouvoir se battre, mais il a réussi à convaincre l'agent sans sourciller. L'agent lance la pièce et gagne le round, provoquant une douleur céleste. Hyon reprend vite la pièce pour faire son propre lancer. Il gagne le round tandis que la douleur touche l'agent. Le match continue jusqu'à ce qu'elle semble épuisée. Elle s'effondre à genoux et Aion lui dit que c'est sa défaite. Elle refuse d'accepter sa perte et lui demande de lancer. Hyon lui dit de réfléchir à ce qu'elle vient de dire en regardant son poignet. Elle le fait et est choquée de voir son niveau de santé mentale à 9 points. Elle exige de savoir comment cela a pu arriver et Hyon lui dit que son niveau a chuté à chaque round. Il avoue que son but est de vider sa santé mentale et elle l'insulte en entendant cela. Hyon lui fait savoir qu'avec un lancer de plus, elle deviendra une PNJ. Hyon se prépare à lancer et elle ferme les yeux en attendant la fin. Juste à ce moment-là, Yon s'arrête et lui demande de lui remettre tous ses artefacts et de le mener à la majesté ensuite. Elle accepte et peu après, ils arrivent dans une zone urbaine où elle leur dit qu'ils doivent continuer seuls. Hyon lui demande pourquoi elle reste et elle explique qu'il n'y a pas de route évitant complètement la surveillance. Elle dit qu'elle ne peut pas les suivre car si on la voit avec eux, elle sera considérée comme une traîtresse. Elle n'a pas fini de dire cela que Yon la pousse dans l'espace ouvert. Elle s'envole dans sa version chibi avant de se retourner pour le réprimander. Yon lui demande pourquoi il n'y a pas de garde alors qu'elle dit que c'est une zone de surveillance spéciale. Yu lui demande si elle les a trompés, mais la peur est visible sur son visage alors qu'elle dit que quelque chose est étrange. Soudain, une lumière brillante apparaît autour d'eux et le sol commence à bouger. Avant qu'ils ne s'en rendent compte, le sol s'ouvre et tous ceux qui se trouvent à proximité tombent. Ils étaient surveillés depuis la salle de situation de la force de sécurité. Il ordonne immédiatement de fermer l'entrée et les soldats s'exécutent. Le commandant est sûr qu'une fois piégés dans le labyrinthe, il n'y a pas d'échappatoire. Quand Yon et les autres reprennent leurs esprits, ils réalisent qu'ils sont dans un espace souterrain. Les civils qui sont tombés avec eux paniquent, ayant entendu des rumeurs sur le labyrinthe.
Ils commencent à pleurer, concluant qu'ils sont perdus, mais Eon leur crie de se taire car ils doivent juste trouver une sortie. Soudain, Yu mentionne qu'il entend des pas. Yon sort son épée et se prépare à affronter celui qui arrive. Juste à ce moment, des individus mal nourris apparaissent de la chambre intérieure, surpris que la sécurité ait envoyé plus de gens dans le labyrinthe. Kion leur demande qui ils sont, et ils répondent qu'ils sont ceux qui ont été piégés dans le labyrinthe avant lui. Ils mentionnent qu'ils ont été enfermés parce qu'ils ont refusé de se soumettre à la majesté. Ils disent que si des gens avec plus de 70 points de santé mentale essaient de se rassembler, la sécurité les jetterait dans le labyrinthe sans exception, car ils sont considérés comme dangereux. Eon réalise alors que la majesté n'a pas transformé la ville en désordre juste avec de l'alcool. En gros, tous les gens normaux ont été enfermés dans le labyrinthe, et Yon leur dit de le suivre car il va les mener dehors. Cependant, ils lui disent que c'est impossible car la porte en fer qu'il voit est la seule sortie, mais pour passer, il doit boire l'alcool sur le mur. Cependant, la coupe est empoisonnée, et dès qu'on en boit, on perd sa volonté, comme les gens à la surface. L'option est de mourir de faim ou de sortir en tant que PNJ. Le chef du groupe dit alors à Eon que c'est tout ce qu'il peut lui dire. Il s'excuse de ne pas être utile, mais Eon lui dit qu'il n'a pas besoin de s'excuser car sa décision de partir reste inchangée. Eon se prépare à utiliser l'épée sur la porte car elle refuse de s'ouvrir. Il se précipite vers la porte pour la couper, mais soudain, le système intégré à la porte s'active et commence à scanner l'état mental de Eon. Avant que Eon n'atteigne la porte, le système lui dit qu'il a rempli les conditions pour partir, et la porte s'ouvre, laissant tout le monde, y compris Eon, choqué. Ceux qui sont là depuis longtemps refusent de croire ce qu'ils voient, car la porte s'est ouverte d'elle-même après avoir dit que Eon remplissait les conditions. Ils ne veulent pas accepter qu'un d'entre eux puisse remplir les conditions, car seul un fou peut le faire. Juste à ce moment, ils remarquent que le niveau de folie de Yon est extrêmement élevé, ce qui les amène à se demander qui il est. Ce qu'ils savent, c'est qu'à mesure que la folie augmente, la santé mentale est censée diminuer. Mais Yon parvient à maintenir sa santé mentale avec un tel niveau de folie. Yon sourit et leur dit que cela pourrait être parce qu'il est étranger, et il suggère qu'ils partent maintenant que la porte est ouverte. Pendant ce temps, dans la salle de situation, le commandant perd la tête car il ne peut pas croire que la porte vient de s'ouvrir pour que Yon passe. Les autres gardes lui disent qu'il a pu sortir à cause de son niveau de folie, mais c'est un phénomène choquant, car la santé mentale est généralement nulle si la folie est à 99. Ils informent le commandant que Eon n'est rien d'autre qu'un monstre, et c'est tout ce qu'ils peuvent l'appeler. Le commandant ordonne alors d'activer tous les pièges et de réveiller le deuxième cœur. Il exige qu'ils l'envoient dans leur direction sans perdre de temps. Alors qu'il traverse le tunnel étrange, Yon remarque quelque chose d'étrange qui grimpe sur lui, et il réagit immédiatement en coupant les vignes qui voulaient l'attraper. Même les vignes sont faites d'alcool, et rien qu'avec l'odeur, le niveau de santé mentale de Eon baisse de 5 points. Il s'énerve, et dit à Eon de ne pas couper les vignes à la légère, car la santé mentale de tout le monde vient de diminuer. Yon décide alors de frapper les vignes à la place, et il est en plein milieu de sa session de destruction quand ils entendent un bruit désagréable au loin. Juste à ce moment, un étrange monstre, Sateros, le gardien du labyrinthe, apparaît devant eux. Sateros exprime son mépris pour le fait qu'ils puissent traverser le labyrinthe en gardant leur santé mentale, mais il leur fait savoir que c'est fini maintenant qu'ils l'ont rencontré. La voix stridente de Sateros rend presque Eon sourd, et quand c'est fini, il réalise que son niveau de santé mentale a chuté de 10 points. Sateros demande alors à ses sbires d'ouvrir les couvercles des fûts de liqueur, et juste à ce moment-là, les vignes attrapent le groupe et les immobilisent. Sateros mentionne qu'il doit faire goûter la liqueur à tout le monde, et sans perdre de temps, ceux qui sont retenus sont jetés dans les fûts. L'agent féminin panique alors qu'elle se noie dans le fût de liqueur, craignant que son esprit ne soit érodé. Soudain, Yon les tranche d'un coup, détruisant les fûts tout en sauvant les humains piégés, veillant à tourner le dos à Aura Farm. Voyant comment Yon a facilement géré la situation, Sateros réalise que c'est lui qui a ouvert la porte, et il lui demande pourquoi il interfère dans ses affaires alors que son niveau de folie est si élevé. Il lui demande s'il veut jouer au roi avec les humains, mais Yon lui dit de se taire car il est déjà un roi. Yon pointe alors son épée vers Sateros en disant qu'il sait qu'il est le roi du labyrinthe, c'est pourquoi il veut qu'ils aient un combat roi contre roi. Yon sort la pièce en disant qu'il a entendu dire que le roi règle les choses en pariant, et il propose qu'il fasse un match de pile ou face. Yon veut en fait utiliser ce stratagème pour gagner du temps, mais au lieu d'accepter le jeu proposé par Yon, Sateros lui dit qu'il sera celui qui choisira un jeu.
Sateros révèle qu'il préfère un jeu lié à l'alcool, et il conduit Yon vers une table où se trouvent 6 verres de liqueur. Il lui dit que l'un d'eux contient du poison, et il y aura 3 tours dans le jeu. Il va choisir 2 verres par tour, et il boira un verre tout en donnant l'autre à son adversaire. Yon réalise que c'est essentiellement un jeu où il doit parier sa vie une fois, tout en pariant celle de Sateros. Sateros confirme cela, mais l'un des humains souligne le défaut du jeu, disant que Sateros est celui qui a apporté l'alcool, donc il doit savoir quel verre contient le poison. Cependant, Sateros répond qu'il n'est pas une personne aussi sans vergogne, même s'il est un monstre. Sateros affirme que quand il s'agit d'alcool, il est toujours sérieux. Yon l'exhorte à se calmer car il ne le doute pas. Yon procède alors à choisir l'un des verres pendant que Yu panique, lui demandant s'il choisit vraiment de boire le vin. Avant que Yu puisse même l'arrêter, il boit le vin comme si de rien n'était. Sateros l'observe avec un sourire et Yon jette la coupe en disant que le goût est moyen. Sateros se moque de lui, disant qu'il est juste un gars chanceux car il semble que le premier verre n'est pas empoisonné. Juste à ce moment-là, Yon prend une autre coupe et l'avale, forçant Yu à crier contre lui disant de donner au moins un des verres à Sateros. Même Jaiha perd la tête à la vue de Hyon buvant du poison, mais avec un sourire sur le visage, il les exhorte à regarder ce qu'il fait.